19h, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Victoire des Verts cet après-midi face aux Soudanais. L'Algérie se rassure d'entrer à cette Coupe d'Afrique des Nations en inscrivant 3 buts. Nous reviendrons sur cette rencontre dans quelques instants. Une série de projets de loi a été adoptée aujourd'hui lors d'une séance plénière présidée par le président de l'APN et que les députés ont voté à l'unanimité, notamment pour ce qui est d'une proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a reçu ce mercredi le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre tunisienne, dans le cadre de la tenue en Algérie des travaux de la 19e session de la commission mixte algéro-tunisienne. La campagne de vaccination contre la grippe se poursuit. Beaucoup hésitent encore à se protéger contre le virus. Pour informer et accompagner les citoyens, les professionnels de la santé se mobilisent. Nous irons par la suite à Biskra, une région qui attire de nombreux visiteurs de par ses paysages, son histoire et son patrimoine culturel entre autres. Avant d'aller au musée du Bardo à Alger, à la découverte d'une exposition consacrée à la femme d'Alger, des reportages sont à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'Algérie démarre fort cette Coupe d'Afrique des Nations. Victoire nette pour les Verts qui se sont imposés cet après-midi face aux Soudanais sur le score de 3-0. C'est donc avec l'art et la manière que l'Algérie a démarré cette compétition continentale. Retour sur cette victoire avec Sarah Delbel. Dès le coup d'envoi, l'Algérie a montré qu'elle venait pour imposer sa loi et marquer les esprits. Pour ce premier match des Verts face au Soudan, et dès les premières secondes, l'équipe nationale a pris le contrôle du terrain, affichant intensité, organisation et cohésion. Les Algériens n'ont laissé aucune chance à leur adversaire et ont imposé leur rythme. Une minute et 25 secondes de jeu, un record. Après une belle passe de Hicham Boudaoui, Riyad Mahrez ouvre le score et inscrit le premier but de l'Algérie dans cette Coupe d'Afrique des Nations, lançant son équipe sur une dynamique parfaite. La première mi-temps est également marquée par une performance solide de Lucas Zidane dans les cages. Le gardien algérien s'illustre à plusieurs reprises, repoussant les attaques soudanaises et permettant aux Verts de terminer la période sur un avantage d'1-0. Au retour des vestiaires, les Verts, plus déterminés que jamais, continuent de dominer. À la 61e minute de jeu, Riyad Mahrez double la mise, inscrivant son deuxième but et devenant meilleur buteur de la CAN avec 8 réalisations. Quelques minutes plus tard, à la 85e minute de jeu, Ibrahim Maza signe le troisième but, offrant à l'Algérie une victoire éclatante et parfaitement maîtrisée. C'est toujours bien de marquer, bien sûr, ça fait plaisir. Mon objectif, c'était d'aider l'équipe à gagner les matchs et être décisif. Bien sûr que quand ça se passe mal, c'est jamais bien. Faut pas en faire, c'est pas la fin du monde. Et quand ça se passe bien aussi, faut pas en faire une grande chose. On est concentré, il y a encore 2 matchs. Il faut faire le travail. Je pense qu'on a une bonne équipe. Mais je pense qu'au deuxième match, il faudra élever le niveau et être un peu plus consistant dans le jeu pour pouvoir battre le Burkina. Avec ce score de 3-0, l'Algérie débute la compétition de la meilleure des manières, affirmant sa domination totale et envoyant un signal clair à tous ses adversaires. Les Verts sont bien là et prêts à aller loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont adopté ce mercredi à l'unanimité la proposition de loi criminalisant la colonisation française en Algérie. Et ce lors d'une séance plénière présidée par Brahim Bourali. Structurée en 5 chapitres comprenant 27 articles, cette proposition de loi s'appuie sur les principes du droit international consacrant le droit des peuples à l'équité juridique, à la justice historique et à la fin de l'impunité.
Écoutons le coordinateur de la commission algérienne Histoire et Mémoire, Mohamed Lahsen Zeridi. C'est un moment historique dont les contours ont été tracés par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Un moment d'équité et de reconnaissance envers ceux qui le méritent en ces instants décisifs. C'est un jour de fidélité et de loyauté. Le mois de décembre est celui du peuple algérien, le mois du sang versé, le mois des victoires et du message éternel adressé au monde entier. Aujourd'hui, les enfants du peuple sont au rendez-vous, les petits-enfants des martyrs, les fils des moudjahidines. Les véritables enfants de l'Algérie réunis dans cet hémicycle en hommage à notre glorieuse histoire et dans le renouvellement du serment à la patrie. Mesdames et messieurs, je vois les martyrs ici parmi nous. Ils nous disent que notre lignée va bien, que le dirigeant de l'Algérie va bien. C'est l'Algérie fidèle à ses martyrs. Les membres de l'Assemblée populaire nationale ont également adopté le projet de loi organique portant statut de la magistrature qui vise à améliorer le fonctionnement du service public judiciaire. Cette loi consacre la supervision par le Conseil supérieur de la magistrature de l'ensemble des questions professionnelles et disciplinaires liées aux magistrats, en confiant exclusivement au CSM la gestion de la carrière professionnelle du magistrat. Elle prévoit également la création de nouvelles fonctions judiciaires, ouvrant droit à une promotion pour exercer au niveau de la Cour suprême et du Conseil d'État, en conférant au CSM la prérogative d'y procéder par voie de détachement. Il s'agit de la fonction du juge adjoint. La loi fixe également les critères de mutation du magistrat ainsi que la possibilité de solliciter une mutation dans le cadre du mouvement annuel des magistrats ou pour des motifs objectifs. Écoutons la déclaration du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Boudjama. Le projet de statut de la magistrature constitue un nouveau jalon dans l'édifice de notre système juridique et un instrument essentiel pour le développement de l'action judiciaire, conformément aux objectifs du programme du président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdelmadjid Tebboune. Et ce, afin d'instaurer une justice forte, capable de protéger la société contre toute menace, quelle qu'en soit la forme et l'origine. L'adoption par les députés du projet de loi portant statut de la magistrature permettra de renforcer l'indépendance du magistrat et de préserver l'honneur de la magistrature en accordant aux magistrats des garanties pour l'exercice de ses missions et la consécration de tous ses droits. Lors de cette plénière, les députés ont également adopté le projet de loi portant code de la route, la loi fixant les règles générales relatives aux services de confiance pour les transactions électroniques et à l'identification électronique, ainsi que la proposition de modification du code de la route, du code de la nationalité algérienne. Nous en parlons en titre. Le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu aujourd'hui le général de corps d'armée Mohamed El Roul, chef d'état-major de l'armée terre tunisienne, dans le cadre de la tenue en Algérie des travaux de la 19e session de la commission mixte algéro-tunisienne, une commission chargée du suivi et du contrôle de l'exécution de la coopération militaire. Walid Benmis. Le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a reçu en audience ce mercredi 24 décembre 2025, au niveau du siège du ministère de la Défense nationale, le général de corps d'armée Mohamed El Roul, chef d'état-major de l'armée de terre tunisienne, accompagné d'une délégation militaire de haut niveau. À cette occasion, les deux parties ont tenu des discussions bilatérales portant sur les domaines d'intérêt commun, et ce, en présence du chef d'état-major des forces terrestres, en sa qualité de chef de la délégation algérienne au sein de la commission mixte algéro-tunisienne et du directeur des relations extérieures et de la coopération du ministère de la Défense nationale aux côtés des membres de la délégation tunisienne qui l'accompagnent. Les deux parties ont également salué le niveau distingué et la qualité des relations de coopération entre les armées des deux pays frères. Par ailleurs, le général-major, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a salué les résultats positifs enregistrés dans le domaine de la coopération militaire, soulignant l'importance d'une coordination permanente et intensive entre les deux pays pour faire face aux différents défis sécuritaires, notamment dans le domaine de la sécurisation des frontières communes, afin de limiter les risques liés au terrorisme et à la criminalité transfrontalière, à l'immigration clandestine, ainsi qu'à la contrebande sous toutes ses formes et du narcotrafic. À l'issue, les deux parties ont échangé des présents symboliques.
L'industrie électronique algérienne monte en puissance. Condor dévoile une nouvelle gamme de smartphones compatibles 5G avec l'objectif de s'imposer sur le marché local avec des appareils développés en Algérie. Il s'agit là d'accompagner le déploiement progressif de la 5G à travers tout le pays. Sami Darli. Avec sa nouvelle génération de smartphones 5G, Condor confirme son positionnement technologique, alliant performance, connectivité avancée et grande fluidité d'utilisation. Ces appareils sont conçus pour les usages professionnels et personnels avec des caractéristiques conformes aux standards internationaux. Donc Condor a lancé aujourd'hui sa série 80 pour les téléphones mobiles, une nouvelle série dotée de l'intelligence artificielle, une nouvelle série qui fonctionne avec un système d'exploitation algérien qu'on a baptisé Elif OS, conçu et développé par nos ingénieurs et nos équipes recherche et développement. C'est des téléphones waterproof, donc qui sont résistants à l'eau, qui peuvent être utilisés sous l'eau pour prendre des photos. C'est des doubles écrans pour des utilisations de selfies, etc. Côté conception, Condor a misé sur un design moderne et robuste en même temps. Le constructeur algérien confirme son savoir-faire en matière d'innovation et de qualité. Le truc le plus important, le lancement le Elif OS, c'est la première interface dans le monde arabe en Algérie اللي خدمناها في Condor. Cette interface, elle est caractérisée par la fluidité et la simplicité d'utilisation. راح تكون vraiment une expérience utilisateur très agréable. Les utilisateurs, les produits Condor, ils vont être vraiment surpris par les nouveaux modèles et surtout par la nouvelle interface. Le lancement de la 5G incarne une ambition plus large, celle d'une industrie algérienne qui innove, s'affirme et vise à faire du Made in Algeria une véritable référence technologique. Une référence technologique qui ne se construit pas uniquement à travers les smartphones. À Sidi Bel Abbès, l'entreprise Eni s'impose par la qualité et la fiabilité de ses équipements depuis plusieurs années. Aujourd'hui, une large gamme d'équipements électroniques et électriques qui est fabriquée en s'appuyant sur des technologies modernes et des procédés rigoureux. Sofiane Marnine et Emera Sefta. L'entreprise nationale de l'industrie électronique fabrique une large gamme de produits en s'appuyant sur des technologies modernes et un savoir-faire local. Implanté à Sidi Bel Abbès, Eni emploie plus de 1000 travailleurs. L'unité de production des cartes électroniques comprend 2 lignes, dont une dédiée à l'assemblage de composants de petite taille. Sa capacité de production varie entre 600 et 1000 cartes électroniques selon leur format. L'Eni a également multiplié les partenariats comme avec Siemens, Schneider Electric ou encore le groupe JICA. L'entreprise est spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques à haute tension. Parmi ses clients figurent Sonalgaz et Sonatrach. Elle prend part également aux projets nationaux comme celui des centrales solaires inscrits dans le programme du président de la République. Dans le cadre de la transition vers les énergies propres, l'entreprise produit des panneaux solaires depuis 2016. Cette unité assure la production de panneaux solaires ainsi que des services d'études, de réalisation, de maintenance et de services après-vente. La production annuelle atteint 20 000 panneaux, soit une capacité de 6 MW. L'ensemble des produits fabriqués par l'Eni passe par des laboratoires de recherche et de développement. L'entreprise développe des projets spécifiques pour ses filiales et pour des clients externes. Plusieurs projets sont en cours, dont certains ont abouti à des brevets en collaboration avec l'université de Sidi Bel Abbès. Outre la numérisation, les équipements électroniques et les dispositifs médicaux, l'Eni se prépare à lancer un nouveau projet dans le domaine de la vidéosurveillance. Ces activités s'appuient sur des partenariats technologiques internationaux, le développement des ressources humaines et l'investissement dans la recherche, afin de faire de l'Eni un véritable pôle électronique national. Soutenue par les autorités publiques, cette entreprise nationale poursuit son développement et s'inscrit pleinement dans la dynamique de transformation technologique que connaît l'Algérie. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière se poursuit. Face aux questions et aux nombreuses inquiétudes, les professionnels de la santé expliquent et accompagnent chaque citoyen pour mieux comprendre l'enjeu. Un geste simple qui reste le moyen le plus sûr pour passer l'hiver sans tomber malade. Yanis Ebelraz. J'ai certains traitements qui ne sont pas compatibles avec ce vaccin. Parce que j'ai pas jugé utile. Bon,
Un peu par facilité, on va dire. Voilà. Mais bon, c'est pas contre a priori, donc. Quand vous écoutez de faire le vaccin, mais ça ne me dérange pas de le faire. Je ne vois pas d'objection, ni de contrainte. On va faire une 27 jours à peu près. Mais ça va pour le moment qui donne là. Beaucoup hésitent encore, alors pour y voir plus clair, direction une pharmacie de quartier. À l'entrée, une affiche « Vaccin antigrippal disponible ». La pharmacienne fait face aux questions, aux inquiétudes et elle prend le temps d'expliquer. Pas mal de personnes, mais on a fait mieux avant le Covid. Bon, il nous reste encore un peu de vaccin. Parce que c'est pas fini, hein, la période de vaccination. On peut aller jusqu'à fin janvier. À l'aise, hein, on peut. Hein. Et puis, il y a les préoccupations très concrètes, le coût, l'accès, le remboursement, autant de freins pour certains. Il fait 1100 dinars. Il est remboursé pour les plus de 65 ans, pour toutes les maladies chroniques. Après 1100 dinars, il y a beaucoup de gens qui peuvent se permettre de se l'acheter, hein, pour éviter une grippe qui va coûter beaucoup plus cher. Et les jeunes, est-ce qu'ils se vaccinent souvent pas? Non, ce n'est pas dans ma... Généralement, c'est des personnes? Eh ben, en principe, les asthmatiques devraient se vacciner. Il y a des tranches, il y a des maladies chroniques ou des transopmanoniques. Ou en principe, les jeunes devraient être vaccinés. Ce n'est pas le cas. Chaque hiver, la grippe revient, parfois plus virulente, et les professionnels le constatent. Certains sont très réticents depuis le Covid. Et ils pensent que dès qu'on parle de vaccin, ils pensent au Covid. C'est automatique. Bon, il y a d'autres personnes où c'est la prescription médicale. Ça, c'est bien, il n'y a pas trop de questions. Des fois, on leur conseille, hein, puisque la période hivernale, elle est très, très forte. Il y a vraiment d'année en année, on voit que les gens, quand ils sont grippés, ils tombent KO. Donc, le vaccin, qui soulage au moins 50% de la grippe. Pour les spécialistes, le message est clair. Il n'est pas trop tard. L'opération de vaccination se poursuit jusqu'à la fin janvier. L'enjeu reste de convaincre les personnes les plus fragiles que ce geste rapide et simple reste le meilleur allié contre les rigueurs de l'hiver. Et puis ce bilan opérationnel du ministère de la Défense nationale dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme. Des unités et des détachements de l'ANP ont exécuté durant la période allant du 17 au 23 décembre plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme et la vigilance et la disponibilité également permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en continuité des efforts développés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 55 narcotrafiquants mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 58 kg de kiff traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que 1 293 818 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bourdbadi Mortal, Ingaza, Milizi et Janet, des détachements de l'ANP ont arrêté 427 individus et saisi 23 véhicules, 257 groupes électrogènes, 136 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite relevant que de même 13 autres individus ont été appréhendés. Un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 pistolets automatiques, 8 fusils de chasse, 38 370 litres de carburant ainsi que 2 quintaux de tabac et 34 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisis et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 124 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 493 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué. Dans l'actualité à l'étranger, le chef d'état-major libyen et 4 de ses conseillers ont été tués hier soir dans l'accident de leur avion, victime d'une panne électrique moins d'un quart d'heure après son décollage de la capitale turque Ankara. Une enquête sur l'accident a été ouverte par le parquet d'Ankara. L'enclave palestinienne vit une crise humanitaire majeure sous l'effet des bombardements répétés et des restrictions imposées à l'entrée à l'aide humanitaire. Des restrictions qui privent des centaines de milliers de Palestiniens de soins essentiels dans une situation déjà dramatique.
En tout, ce sont plus de 2 millions de personnes qui survivent dans des abris de fortune au milieu des ruines. La communauté internationale est appelée à agir. Maïssa Al-Boual. En dépit du prétendu cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre, Gaza continue de subir les frappes de l'entité sioniste, qui s'acharne sans relâche sur une population civile déjà à bout. À l'aube, l'aviation sioniste a mené une frappe aérienne intense sur le quartier de Toufah, dans l'est de la bande de Gaza. La veille, c'est le camp des réfugiés d'Al-Bouraïj, au nord de l'enclave palestinienne, qui a été la cible des bombardements des forces sionistes, semant une nouvelle fois la peur parmi les habitants. Par ailleurs, 3 Palestiniens ont été blessés hier soir par des tirs de colons sionistes en Cisjordanie occupée, illustrant l'extension de la violence à l'ensemble des territoires palestiniens. C'est dans ce contexte que le Premier ministre palestinien a appelé la communauté internationale à agir et à exercer une pression réelle et efficace afin de lever notamment les restrictions imposées à l'entrée de l'aide humanitaire et des marchandises dans la bande de Gaza. Sur le terrain, les conditions de vie se dégradent rapidement, les pénuries d'eau, de nourriture et d'électricité rythment le quotidien de plus de 2 millions de personnes. De nombreuses familles vivent dans des abris de fortune au milieu des ruines, exposées à l'insécurité permanente et aux conditions climatiques difficiles. Le système de santé est proche de l'effondrement, les hôpitaux encore opérationnels manquent cruellement de médicaments et de matériel, tandis que les blessés et les malades affluent, les enfants restent parmi les premières victimes, privés de soins, d'école et de stabilité. Face à cette situation, Médecins sans frontières alerte sur les nouvelles restrictions imposées par l'entité sioniste qui privent des centaines de milliers de Palestiniens de soins vitaux, aggravant une crise humanitaire déjà dramatique. Au Maroc à présent, ces images embarrassantes qui circulent et interrogent sur l'état des infrastructures sportives du pays à l'occasion des différentes rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques heures de pluie ont suffi à mettre en difficulté plusieurs stades autour des enceintes. Des accès impraticables et des débordements ont été signalés. Sur place, l'on dénonce en tout cas des infrastructures loin des standards internationaux. Walid Benouis. Alors que le plus grand événement sportif du continent se déroule au Maroc, les terrains de foot sont envahis par la boue. Les supporters restent abasourdis face à ce chaos. Les pluies ont rendu les terrains de foot hors jeu. Tout est inondé à cause de la pluie. Le monde entier est ici. À la sortie du stade, nous avons été submergés par les eaux. Ce qui s'est passé aux abords et à l'intérieur des stades dépasse le cadre sportif. Ces images révèlent une réalité vécue au quotidien par la population marocaine. En plus de la négligence et du mépris, les Marocains subissent la normalisation du Merzen avec l'entité sioniste. Notre situation est catastrophique. Les gens souffrent énormément. Les routes sont dans un état déplorable. Aujourd'hui, nous cherchons à faire passer ce message au monde. Tandis que les ponts de la normalisation se consolident, les ponts de la confiance entre les citoyens marocains et le Merzen éclatent. La grogne populaire grandit de jour en jour, sans aucune stratégie visible pour apaiser ce profond malaise. La Cour d'appel de Marrakech au Maroc a condamné 37 jeunes ayant participé aux manifestations du mouvement de la jeunesse organisé fin septembre dernier à des peines allant d'une année à 6 ans d'emprisonnement, en plus du paiement d'amende. Un sit-in a été organisé en réaction à ces verdicts pour exiger la libération des détenus et la satisfaction des revendications des manifestants. Selon le mouvement de la jeunesse, pas moins de 2068 jeunes ont été arrêtés, dont 1000 sont encore en détention et font l'objet de plusieurs poursuites judiciaires, en plus de 330 mineurs. Revenons chez nous, en Algérie, direction Biskra, aux portes du désert, qui attire chaque année des visiteurs venus découvrir une ville au rôle clé dans le tourisme saharien, mais aussi dans l'agriculture. Il faut dire que la région s'appuie sur un savoir-faire local et une économie tournée vers la terre. En cette période de l'année, l'heure est au tri et à la préparation des dates, un produit emblématique largement consommé, que ce soit en Algérie ou à l'étranger également. Reportage de Badé Amarni.
Biskra, la reine des Ibans, nous a ouvert ses portes l'espace d'une petite semaine pour nous révéler sa beauté sous ses différents aspects. Flâner à travers ses routes, ses ruelles, ses jardins et son marché, goûter à son plat populaire et ancestral, la dobara, ou encore s'offrir un séjour dans ses complexes thermaux. Autant de richesses et de plaisirs à découvrir dans cette ville aux multiples facettes. C'est un complexe qui est magnifique. Il y a de tout, il y a l'accueil qui est très chaleureux, la restauration aussi, il y a même la bouffe et tout. Masha'Allah. En tant que sportif, je suis habitué à venir dans ce complexe thermal. Je le conseille à tout le monde car ces eaux sont bénéfiques pour le corps. Les touristes peuvent aussi aller à la découverte des belles oasis de Biskra, à l'exemple de Mchounesh, une région aurassienne qui fascine par la beauté de ses paysages, assimilés au canyon. Ici, il fait bon vivre. Calme et sérénité sont au rendez-vous et les amoureux de la nature peuvent s'y rendre pour des séjours mémorables. Vous pouvez visiter aussi le musée du colonel Silhawes. Sa maison est transformée en musée public. Les gens s'y rendent pour connaître mieux ce héros de l'Algérie tombé au champ d'honneur. La poterie de Mchounesh est aussi un art ancestral à découvrir. En plus du tourisme, Biskra est aussi connu pour ses palmeraies à perte de vue. Ces dates notamment de Gletnour, très prisées par les consommateurs algériens et même étrangers. À cette époque de l'année et après la récolte, place aux travaux d'entretien au niveau des exploitations agricoles. Comme ici à Tolga, où Nasser et son père traitent les palmiers pour assurer une autre récolte abondante à la prochaine campagne. Le temps est aussi au tri des dates dans les hangars à l'Ghrouss avant de les stocker dans les chambres froides. Nous sommes encore en plein tri des dates, nous les mettons dans des caisses. Une partie est destinée au marché de détail ou de gros, une autre est stockée dans des chambres froides et une autre moitié est orientée vers l'exportation. Chaque année, nous travaillons 3 mois, depuis le début de la campagne jusqu'à la fin. Biskra, la porte du désert, une ville qui inspire, qui entraîne. Elle vous saisit de par son histoire, son patrimoine et ses richesses. Au musée du Bardo, les femmes d'Alger, l'appartement retrouvé illustre la femme d'Alger à travers des tissus, des silhouettes et des motifs. L'exposition de Faiza André Bouzar montre la diversité et la vie quotidienne de ces femmes jusque dans leur appartement. Une idée née d'une histoire ancestrale. Un reportage signé Amira Sefta. Au Bardo, une porte s'ouvre sur un univers intime. Les femmes d'Alger, l'appartement retrouvé. Une exposition qui interroge le regard porté sur les femmes algériennes à travers le temps. J'ai été sollicité par Madame Faiza pour monter une exposition sur une thématique qui est liée au musée du Bardo à travers un tableau emblématique, Les femmes d'Alger de Jean Delacroix. Son exposition est une nouvelle vision sur ce tableau avec un regard algérien sur les femmes d'Alger. C'est un peu une continuité entre le passé et la rénovation c'est-à-dire du costume algérien tel qu'il est vu actuellement. Les murs de ce lieu mythique se métamorphosent en écrin, offrant aux visiteurs un récit vivant, une expérience immersive, signée Faiza André Bouzar. C'est parce que les gens, quand ils arrivent, on veut qu'ils soient en immersion artistique. C'est-à-dire, dès qu'ils rentrent, ils sont dans une salle obscure, ils voient une vidéo, on les emmène, on les transporte dès le départ. Déjà qu'ils voyagent dans le temps en arrivant au musée, mais une fois qu'ils rentrent dans la pièce, ça y est, ils voyagent, ils partent. Ils sont avec nous, avec Manet, on commence par 1913, etc. Ensuite, on passe à la deuxième salle, où on a effectivement plusieurs pièces anciennes. Et là, on continue de raconter l'histoire de chaque Kereko. On a 5 Kereko. Chaque Kereko, on parle de son histoire et l'histoire des gens, des femmes qui l'ont porté ou qui l'ont fait. Et après, en troisième étape, on passe ici. Là, il y a des pièces de Kereko que j'ai réalisées donc, en 2025. Donc, c'est les Kereko d'aujourd'hui. Et c'est une façon de s'adresser à la jeunesse
par la vidéo, par la photo, par des pièces de 2025 pour donner envie de porter le calaco et de s'intéresser au patrimoine du pays. Et l'idée, c'était, dès le départ, c'était les femmes d'Alger de la Croix. Et on est parti justement sur des photos, ce qu'on appelle la photo painting. Donc c'est des photos qui, quand on voit les photos, on se pose la question si c'est des toiles, de la peinture ou bien c'est de la photographie. Et tout le travail justement de ce type de photos se fait en amont et en aval. Donc avant le shoot justement, il y a tout ce qui concerne la lumière, la direction de lumière justement. Et après, il y a un traitement qui se fait sur chaque photo. Et je peux dire pixel par pixel, justement. Tissus, motifs, silhouettes s'entrelacent pour faire surgir le charme d'un espace féminin entre tradition et modernité. Chaque pièce exposée est comme un écho du passé, témoin d'un savoir-faire jalousement gardé et transmis de génération en génération. Ces habits racontent l'identité multiple, l'élégance et la mémoire des femmes d'Alger. Le regard du visiteur se perd dans la finesse des matières, la richesse des coupes, la profondeur des couleurs arborées par les femmes vibrantes et réinventées dans le présent. Ma fille m'a envoyé une sorte d'annonce sur cette exposition avant de venir. Et on avait seulement une journée de libre pendant ce voyage. Et on a dit, cette journée de libre, on vient voir cette exposition. L'histoire des Algériennes en tant que femme, qui m'a toujours intéressée. C'est tellement beau d'être ici et de voir ça. Et chaque fois, ça me semble vraiment spécial. Je vis en Amérique et à chaque retour ici, je découvre encore plus de représentations de femmes, d'art magnifiques et d'histoires racontées par des femmes. C'est incroyable de voir l'histoire de l'Algérie d'autrefois et celle d'aujourd'hui se rejoindre ainsi. L'appartement retrouvé est une invitation à voyager dans le temps, pour redécouvrir la féminité algéroise dans toute sa profondeur et sa splendeur. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie et à demain.